D'accord. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la session sur l'effet des technologies disruptives comme l'intelligence artificielle ou le blockchain sur la gestion des risques. Mon nom est Nicolas Delcroix. Depuis une vingtaine d'années, consultant dans la gouvernance risque et compliance avec des spécialismes en GDPR et sécurité informatique. Mais assez sur moi, j'ai un panel exquise à côté de moi. Et je vais laisser l'introduction à eux-mêmes. Peut-être, Josina, tu peux commencer. Merci Nicolas. Merci le PSCB pour l'invitation. Et pour vous être ici, votre temps est précieux. Alors, j'espère que le panel, c'est super. J'ai 20 ans d'expérience comme consultant. Je suis économiste. Vous pouvez me trouver comme Josie Santos, nickname je suis Josina Rodriguez. Je fais une recherche sur le blockchain et j'ai en train de finir mon PhD en blockchain. Alors, on a beaucoup de risques pour parler. Là, je passe la parole. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Sim de Risk Consulting. J'ai une société qui est spécialisée au niveau de Risk Management, Business Continuity Management. Je donne aussi des cours. Et j'ai beaucoup d'expérience au niveau de risk profiling et pour gérer des risques comme ça. C'est un petit peu partout et j'essaie de vous aider ou de vous répondre à vos questions si bon que possible. Et je passe la parole à Eric. Bonjour à tous, donc Eric Blavier. Donc moi je suis un chercheur, mathématicien, cryptographe. Je fais de l'intelligence artificielle. J'ai créé pas mal de sociétés. En ce moment, j'essaie de créer des intelligences artificielles à partir d'autres intelligences artificielles. Donc ça pose des petits problèmes d'éthique que je ne me pose pas. Il faut être très clair. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, je profite d'aujourd'hui pour me poser mes propres questions, puis d'essayer de trouver des réponses. Voilà, parce qu'on peut aller très loin à partir de ce genre de choses. Voilà. Bonjour, moi c'est Yasser Karo, donc je suis fondateur d'une start-up française qui a à peu près 2 ans et demi. Et notre cœur de métier, c'est la mise en place de solutions IoT, Big Data, blockchain et intelligence artificielle. Donc pour simplifier, on s'appuie des résultats de recherche de mon voisin pour les mettre en place chez les industriels. Bonjour à tous, je suis Anne Hupfer, je suis consultante au sein de la société Eulmonde. On est spécialiste en cybersécurité, conformité GDPR et on répond à certains sujets d'éthique et de conformité autour de la réglementation et des nouvelles technologies. Merci à tous. C'est clair que le PSCB a bien composé un panel avec des expertises diverses dans le domaine. Avant d'aborder le sujet, je vais commencer avec un petit questionnaire dans la salle pour savoir qui est dans la salle. Si vous pouvez juste lever la main si vous êtes un CEO responsable business. Il y en a dans la salle? Ok, ça va. Des personnes impliquées vraiment dans l'IT même, dans les systèmes? Ok. Des personnes impliquées dans la sécurité un peu plus spécifique? C'est très divers, alors c'est bon, ça va être intéressant. Oui, très intéressant. De toute façon, je veux vraiment vous inviter à poser des questions. On a un micro dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Ça va intensifier la discussion du panel et ça va être très intéressant. Un petit mot sur les différentes choses qu'on va aborder. Il y a 4 grands domaines. Il y a naturellement l'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion des risques. Il y a la partie éthique de l'intelligence artificielle. On va parler du cybersecurity, mais aussi la dernière partie, c'est la partie organisationnelle, parce que ces nouvelles technologies, ça pose aussi des problèmes par rapport à ça. Commençons avec des définitions, parce que d'après moi, c'est important de savoir de quoi on parle. Il y a, naturellement, ce sont des termes connus, mais de toute façon, pour clarifier ce qu'on va en parler ici aujourd'hui, on a pris quelques définitions. L'intelligence artificielle est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plutôt qu'à une discipline autonome constituée. Ça, c'est important, on parle d'une
assemblage, l'ensemble de théories. Par rapport au blockchain, je vais donner la parole à Yassir. Ça va être un peu plus long, mais je vais essayer d'expliquer au mieux. Donc je ne sais pas qui connaît la blockchain. Je ne parle pas de Bitcoin et de cryptocurrency. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui connaissent? Bon, ok, super. Très bien. Bon alors, donc du coup, je vais essayer de faire vite. Donc du coup, il y a juste quelques notions qu'il faut retenir pour être sûr que tout le monde suit. Il y a 3 principaux éléments pour la blockchain. Donc d'une part, ce n'est pas le Bitcoin s'appuie sur une blockchain. C'est la notion de distribution, c'est-à-dire l'information qui est décentralisée, au vrai sens du terme, et qui est immuable, donc qui permet, au fait, c'est une des bases de données qu'on peut appeler append only. Donc c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas, qu'on a un système d'information, une base de données dans laquelle on peut inscrire une information et ne plus la modifier ni la supprimer. Donc il change un petit peu pas mal le paradigme. Et en soi, le fait que ce soit un livre de compte ou un ledger qui permet d'enregistrer des transactions avec des systèmes de consensus. Donc voilà, c'est les 3 principaux éléments qui définissent une blockchain, enfin, ou des blockchains de manière générale, sans rentrer dans les termes entre la publique, privée, etc. Donc, se rajoutent à cela les notions de smart contract. Donc, j'imagine que tout le monde entend parler. Il y a la société AXA Assurance qui a été qui a fait beaucoup de bruit en mettant en place le premier smart contract. Et au fait, le smart contract, c'est ce en traduisant, c'est un contrat intelligent, mais c'est un contrat surtout qui s'exécute tout seul quand des conditions sont remplies. Ce qui permet de faire ça, encore une fois de plus, c'est les principaux composants de la blockchain qui permet ça. C'est le fait que ce contrat-là, dans des lignes de code, est immuable. Et une fois que tout le monde se met d'accord dessus, on n'a pas besoin de quelqu'un qui vérifie que les conditions sont prises ou pas, etc. Ça, c'est la partie smart contract. Et enfin, le dernier élément qui s'ajoute à tout ça, c'est ce qu'on appelle les applications distribuées. Donc avec, aujourd'hui, Oxford définit 3 principaux types de use case sur les contrats distribués. C'est le premier étant tout ce qui est lié à la crypto-monnaie, donc Bitcoin, Ether, etc., voire même Libra. Tout ce qui est, à un moment donné, s'appuie sur de la monnaie. Et enfin, ce qu'ils appellent le reste des applications. Pour vous donner un exemple concret de sujet sur lequel on travaille, on s'appuie par exemple, on est en train de mettre en place de la blockchain dans des industries pharmaceutiques pour gérer l'intégrité des données libératoires de produits pharmaceutiques. Donc voilà. Vous avez des questions? D'accord. Alors on va commencer avec le premier topic. D'après vous, quel est l'impact de l'intelligence artificielle et blockchain sur le risk management et comment faire le suivi de ces risques? Maintenant, beaucoup d'Excel isolés dans différents domaines où des départements sont utilisés. Comment aborder ça? Peut-être Sim? Au premier niveau, quand on parle des risques qui sont inclus aux intelligences artificielles ou le blockchain, surtout au niveau de l'intelligence artificielle, toutes les sociétés sont obligées de gérer des risques. Mais la première question, les risques, ça contient 2 éléments. C'est la conséquence et au premier, la chance qu'un événement va se présenter. La question, quand on parle au niveau d'expérience d'intelligence artificielle, la difficulté existe de définir des conséquences. Par exemple, il y a 2 ordinateurs qu'on a fait un petit expériment pour faire des transactions commerciales entre les 2. À un certain moment, les 2 ordinateurs ont créé leur propre logiciel, leur propre langue. Comme ça, au niveau de ça, toi, comme développeur du logiciel, tu ne sais jamais à quel moment, quelle décision va être prise. Comme ça, c'est vraiment difficile à gérer ou faire le matrix que tu fais pour gérer des risques, pour dire quelles sont les conséquences ou quel niveau de la chance. Et ça, c'est les 2 éléments principaux pour gérer des risques. Et quand vous avez le numéro ou le risk priority number, qu'elle est acceptable ou pas, c'est à la société de faire des actions pour gérer des risques. Mais à ce moment, au niveau des nouvelles intelligences, c'est vraiment presque impossible de définir des risques. C'est un peu de ça. Merci, Sim.
Josine? Alors, je sais que parler de blockchain, c'est quelque chose de dur. Hein. Alors, si je me permets, Eric, je sais qu'on n'a pas de temps, mais laisse-moi donner un exemple très simple pour clarifier comment nous pouvons créer une blockchain. Imaginez-vous que tous les mots ici connectés, qu'on ne se connaît pas tous, on ne connaît pas le nom, on a des badges, mais on ne connaît pas. Je connais mes collègues, mais tous ensemble, on crée une blockchain. Alors, tous les infos sont connectés, nous sommes connectés dans un réseau et chaque petit côté de l'info, elle est vérifiée pour chaque node. Alors, imaginez-vous si tous les infos sont vérifiées sur le blockchain, parce que, comme Yassir a dit, c'est immutable, irréversible, c'est toujours là. Quels sont les risques que nous pouvons avoir des smart contracts? Alors, Eric veut me vendre une voiture et moi, je veux l'acheter. Et ça tout se passe sans intermédiaire. Quels sont les risques? Alors, il y a plein de risques. Comme on a parlé 2 jours quand on parlait de risques, on a le risque régulatoire de la loi. Alors, c'est normal qu'on s'entende qui est né d'abord, la loi ou le code? Code is the law or law is the code? Qu'est-ce qui se passe d'abord? On crée la législation comme le réflexe de toute la programmation, comme par exemple il avait dit. On en attend pour voir les effets normalement. Les gens qui travaillent avec la loi disent que la loi existe après seulement de voir des conséquences. Alors le premier risque régulatoire, le risque éthique, le risque aussi de la continuité de business. Hier soir, on a parlé de ça. On a le risque qui pour avoir de l'identité digitale. Alors, le risque de blockchain et AI sur nos business, ça permet de créer l'autre jour de conférence. Mais la seule chose que je veux déclencher chez vous, c'est penser que la connexion entre le partage d'infos et notre corporation, ça permet d'aller à l'autre niveau. Et si je me permets de demander à vous de voir toujours outside the box. On aura le collègue, surtout Anne, qui parlera d'éthique. Une question d'éthique, le risque éthique, l'éthique et la transparence d'infos dans notre corporation, qui a parlé surtout sur des systèmes vraiment fermés. Maintenant, on a un partage sur un type de connexion, des noms un peu assez bizarres, blockchain. Alors, je ne vais pas m'étendre plus, mais je serai toujours disponible pour répondre à des questions très précises, surtout liées à les gens qui travaillent, qui se lever les mains, de IT, et qui a des infos vraiment concrètes qu'ils ont besoin. OK? Alors, Nicolas, c'est ça. Merci, Zania. D'accord. Eric? Oui, alors, donc moi, j'essaie d'apporter un petit peu mon sentiment par rapport à ce que je fais. Donc moi, je suis en bas de l'échelle, je vais dire, au niveau technologique, c'est-à-dire que j'essaye, avec mon métier, de créer des nouvelles technologies. Donc déjà, un petit rappel sur ce qu'on appelle les technologies de rupture. Pour moi, il manque l'IoT, mais bon, voilà, ça fait partie des 3 technologies qui sont habituellement associées à des technologies de rupture. Donc intelligence artificielle, blockchain, DLT. Bon, DLT, c'est voilà, Distributed Ledger Technology, IoT. Donc moi, je me suis questionné par rapport à ce que je fais moi-même. Et puis, je me posais la question, Innovation Risk Management, c'est quelque chose que... Alors, je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas, il faudrait demander à des spécialistes du risque. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait exister dans les entreprises, voilà, en particulier les entreprises pharmaceutiques, bancaires et compagnie. Donc nouvelle techno égale nouveau risque, égale nouveau contrôle. Nouveaux produits et services, on est en Europe, on a la chance d'avoir le GDPR. Donc si on fait des produits innovants, et moi typiquement j'en fais, je vais être très clair, je ne me pose absolument pas la question du privacy by design de la GDPR. Bon, c'est en train de changer, d'accord, mais voilà. Non, mais concrètement, quand on cherche, quand on fait de l'innovation, on ne se pose pas ce genre de questions. Et
les gens qui devraient me poser cette question, ce sont les gens justement de l'Innovation Risk Management. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que les gens qui font du risque traditionnel, en fait, ce que je vais dire après, ne comprennent pas ce que je fais ou ce que je vais faire. Les gens du business vont voir du business nouveau qui arrive. Et puis finalement, voilà, il manque un acteur. En fait, on ne peut pas être à la fois et uniquement dans l'innovation et le business. Il manque justement cette partie, selon moi, d'innovation risk management, qui aujourd'hui, bon, voilà, je l'ai pas vu, quelque part en fait. Voilà, je l'ai jamais rencontré encore. Complexité naturelle des nouvelles technologies, c'est vrai que même quand on fait des blockchains ou de l'intelligence artificielle, je suis incapable d'expliquer ce que je fais. Il faut être très clair. Je montre juste les résultats de ce que je fais, mais comment ça fonctionne, c'est excessivement complexe. Il faut être très clair. J'ai 25 ans de mathématiques derrière moi et je ne peux pas les résumer en 5 minutes à quelqu'un. Voilà, donc il y a une complexité naturelle de choses et donc des gens comme moi, on fait des choses. Alors on n'est pas un petit peu des professeurs Folamour et compagnie ou Tournesol qui essayons de faire un peu tout et n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche, mais voilà, il faudrait des gens, il faudrait qu'en même temps qu'on travaille sur de l'innovation, il y a des gens pour nous dire est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ceci? Donc là, je vais citer le nouveau slide, quelques exemples de ce que moi je considère comme étant des risques, par exemple sur l'intelligence artificielle. Donc je vous ai mis 3 petits exemples. Donc là, l'exemple dont parlait Yossina en bas, là, une voiture autonome doit-elle avoir le droit de tuer ses passagers? Donc en intelligence artificielle, ce qu'on appelle le dilemme du tramway ou le trolley dilemma. Quand on fait de la recherche en IA, c'est vrai qu'on y pense pas beaucoup, mais c'est quand cette intelligence artificielle va exister, voilà, on se dit à un moment donné. Donc le problème, je pense que vous le connaissez, le problème du tramway, c'est voilà, une voiture autonome. Comment elle doit gérer ses risques en fonction des êtres humains, en fonction qu'elle aura sur son passage. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tuer une personne plutôt que 5 ou 5 plutôt qu'une, en fonction de leurs âges, de leur catégorie sociale. Ça pose des gros problèmes éthiques. D'accord ? Il y a des risques réputationnels. Donc là, j'ai cité Amazon, qui avait fait une intelligence artificielle pour recruter. Enfin, il y a énormément d'intelligence artificielle qui aident à automatiquement recruter des gens. Et puis, voilà, comme c'est fait par des gens un petit peu comme moi, il faut être très clair. Donc, il y a des biais. Et puis là, en fait, typiquement, Amazon, il y a quelques années, discriminait totalement les CV des femmes d'un certain âge, qui étaient totalement, mis en bas des listes. Ensuite, les chatbots aussi, vous avez tous, sans peut-être le savoir, dialogué avec des robots, enfin voilà, sans le savoir. Bon, il faut être très clair, ça ne marche pas encore très très bien, parce qu'il y a un long processus d'apprentissage, il faut apprendre. On est dans des modes, ce qu'on appelle semi-supervisés ou supervisés. Et puis, vous avez tous vu quelques nouvelles d'intelligence artificielle de chatbots qui répondaient très mal. Il y a eu quelques années le cas avec Hitler qui était réapparu dans des chats. On se demandait comment. Enfin voilà. Si on parle à un robot, vous avez des mots un peu bizarres qui commencent à apparaître petit à petit. Et c'est très très dur de retirer ce genre de choses. Ouais, voilà. Donc ça, c'était quelques exemples. Donc problèmes éthiques et légaux. Alors ça, on en a parlé. Et puis moi, je travaille sur la dernière ligne. Donc intelligence artificielle plus intelligence artificielle égale une nouvelle intelligence artificielle. Donc en ce moment, c'est un peu la nerf de la guerre, ce qu'on appelle des méta-intelligences artificielles. Donc là, au niveau du risque, je vous laisse imaginer ce que ça peut produire. Là, on est en train de se dire, est-ce qu'on ne va pas faire un nouveau Frankenstein, c'est-à-dire qu'en assemblant des morceaux intelligents ensemble, on ne sait pas ce qui va apparaître. Ça va être un petit peu une surprise. Donc c'est vrai que ça fait peur, mais bon, moi je le fais parce que j'ai envie de le faire. Mais ce n'est pas à moi de me dire, moi j'aimerais justement que des gens me mettent la main sur l'épaule en disant est-ce que tu as pensé à ceci, est-ce que tu as pensé à cela? Très franchement, quand on fait de la recherche, on n'y pense pas. Il faut être très clair.
Donc là, typiquement, dans la création de nouvelles intelligences artificielles, donc l'idée, c'est de créer une intelligence supérieure aux deux précédentes, en fait. Et ça va arriver de plus en plus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, bon, beaucoup de gens ont peur des intelligences artificielles, mais bon, il ne faut pas en avoir peur, parce que les intelligences artificielles sont quand même assez limitées. Deep Blue, donc dans 1997, la première intelligence artificielle qui a battu le champion du monde aux échecs, est totalement nulle au tennis de table, au ping-pong, alors qu'il existe aujourd'hui des robots très perfectionnés qui vont battre, dans 2 ans, un robot va battre le champion du monde de tennis de table. Il faut être très clair. Ouais, c'est excessivement impressionnant. Alors évidemment, demain, après-demain, il y aura un robot qui jouera très bien au ping-pong et qui jouera très bien aux échecs. Voilà, c'est ça un petit peu le but. Et bon, c'est pas encore pour aujourd'hui. Et puis, on va rajouter autre chose. Il va parler très bien. Il va être un chatbot aussi. Enfin, voilà, il pourrait être multifonction, en fait. C'est là où on va peut-être commencer à devoir s'inquiéter un petit peu, de mon point de vue. Slide suivant sur les blockchains. Alors, l'inconvénient du blockchain, c'est qu'on a retiré le tiers de confiance. Les blockchains sont apparus historiquement parce qu'on voulait, les gens comme moi, en fait, les cryptographes, on a voulu retirer les États. Les États, les banques centrales, les établissements financiers. D'accord ? Et donc, il n'y a plus de tiers de confiance. Donc ça, c'est un gros risque. Donc, voilà. Donc, qui pour les remplacer ? Paradoxalement, il n'y a personne. Donc, autre risque, maturité du code, c'est-à-dire, voilà, il y a du code qui est utilisé, on met des smart contracts, on peut y mettre son testament sur une blockchain. Bon, quid de la maturité du code voilà. Aucun standard publié, donc tout le monde connaît les RFC, les normes ISO. Dans blockchain, il n'y a rien. Il faut bien le savoir. Il n'y a absolument rien. C'est vraiment le grand Far West. Problème énergétique, oui. Bon, au jour d'aujourd'hui, on sait que Bitcoin consomme environ 2 à 3% de l'électricité mondiale. C'est absolument hallucinant quand on y réfléchit. Voilà. Faire confiance au futur développement. Fork, alors fork, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un code qui est créé. Quand les développeurs ne sont pas d'accord, ils s'en vont et puis ils en créent un nouveau à côté. Et dans le cas de blockchain et Bitcoin, quand vous faites un fork, vous embarquez la moitié de l'argent avec vous aussi. Donc voilà. Qui sont les développeurs ? Voilà, il faut se poser les questions parce qu'on utilise tous du code. Mais est-ce qu'on connaît ceux qui codent ? La réponse est non. C'est pas facile. Nouveau risque au niveau blockchain, l'utilisateur a une nouvelle responsabilité. Oui, donc vous êtes tous contents de faire la blockchain, d'avoir du Bitcoin, mais maintenant la banque c'est vous. Il faut être très clair. La banque c'est vous, donc vous devez avoir tous les problèmes d'une banque. Donc ceux qui ne sont pas contents de payer des frais bancaires, faites du Bitcoin et vous verrez que ça a un coût. La gestion de ses clés, la gestion de ses assets, la gestion de... Voilà. Ça a un coût et puis vous les découvrez. Donc, bon. Confrontation avec les lois des États, le ban policy, c'est-à-dire que subitement des États comme le Bangladesh ou l'Indonésie peut décider du jour au lendemain, un claquement de doigts, en disant le Bitcoin c'est fini, la blockchain c'est fini. Mais comme voilà, en une journée, un modèle entier peut s'effondrer. D'accord ? Il faut être très clair et ça existe encore en ce moment. Et puis le Know Your Customer et le Anti-Money Laundering Compliance. Donc là, c'est confrontation avec le risque, le modèle de risque standard, on va dire, qui n'existe pas. Enfin, il y a une vraie confrontation, c'est-à-dire que vous avez un modèle décentralisé et libre d'un côté, puis vous avez le vieux monde, mais qui marche bien, de l'autre côté. Donc c'est comme 2 continents qui se choquent un peu. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Je ne sais pas si c'était trop long, mais bon, merci. Deuxième hypothèse. Un élément important est clairement les compétences des personnes impliquées. Quelle est d'après vous la composition idéale d'une telle équipe et quelles sont les compétences indispensables ? Peut-être Anne peut aborder ça. Oui. Alors ce qu'on vient de voir, c'est qu'en matière de gestion des risques, sur ces nouvelles technologies, il y a besoin de compétences techniques pour comprendre ce qui se passe, de compétences juridiques, économiques et des compétences métiers. Ça, c'est pas nouveau. C'est vrai avec les nouvelles technologies, mais c'était déjà vrai avant. Et donc, un bon modèle de gestion de risque, pour qu'il fonctionne, c'est qu'on se repose sur un ensemble de compétences pour que chacun puisse venir apporter ses arguments, ses éléments, ses besoins,
avec un animateur qui va permettre de récolter l'ensemble des points de vue et éventuellement les traduire, puisque on l'a vu, Eric le disait, moi je suis mathématicien, on ne va pas forcément me comprendre, un économiste va avoir ses propres mots, donc l'objectif c'est de mettre tout ça en musique. En soi, c'est pas nouveau, maintenant il faut vraiment s'organiser et mettre en place des systèmes pour que dans une entreprise, dans une organisation, on arrive à articuler l'ensemble de ces personnes et surtout qu'on n'oublie pas qui porte la responsabilité du risque, c'est-à-dire je suis prêt à accepter ce risque ou au contraire on ne peut pas y aller parce que le risque il est trop grand. Et donc en conséquence dire je vais mettre tel moyen pour mettre telles actions pour éviter tel niveau de risque ou pour limiter le risque et ses impacts. Donc on est vraiment dans un sujet de responsabilité, identification des responsabilités et prendre les responsabilités. Nicolas, Merci. Oui, je peux, oui, je peux laisser 4 mots pour les nouvelles compétences, pour ajouter à un intelligence, la capacité de choisir. Ça devient du latin, hein? Qu'est-ce que c'est l'intelligence vraiment? La adaptabilité, la passion, la capacité, la énergie, c'est le 3e mot. Et la dernière, l'éthique, que Anna vient de dire. Alors, ces 4 mots, pour moi, dans mes études sur le nouveau ressources humaines, ça est au-delà de new skills, nouvelles compétences, comme nous pouvons ajouter à notre équipe, comme nous pouvons faire quelqu'un qui va passer à nous aider sur la blockchain et l'intelligence artificielle. Merci, Nicolas. Okay. Peut-être Yassir, tu peux encore ajouter des choses? Alors, sur les compétences, moi j'ai plus d'une vingtaine de fous avec qui je travaille au quotidien. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'une nouvelle compétence. En fait, que ce soit, c'est pas différent de tous les autres domaines qui sont hyper techniques qu'on avait avant. Je pense qu'il y a juste une histoire d'organisation et de façon d'aborder les choses. C'est-à-dire, si vous êtes confortable avec des gros développements informatiques, on a, à un moment donné, on avait, au bon vieux temps, les développeurs, on les appelait les analystes programmeurs. C'est-à-dire qu'on mettait des programmeurs devant des gens qui comprenaient leur métier, qui comprenaient les enjeux, et eux, ils traduisaient ça en développement technique. Ça s'est complexifié, ça a grossi, puis on a dit que les analystes programmeurs sont devenus des développeurs, donc c'est que des purs techniciens, et on a mis des gens entre deux, pour faire de l'analyse fonctionnelle, ce qu'on appelle en France la MOA, la ME, etc. Et en gros, aujourd'hui, je trouve que ça marche un peu moins, on va avoir beaucoup moins, surtout sur des trucs super techniques. C'est-à-dire que ce rôle-là, qui était le traducteur ou l'intermédiaire entre des équipes qui connaissent leur métier et des équipes purement techniques qui développent, et ben, ça ne marche plus comme avant. Et moi, je pense que ce qui peut nous aider, ce que moi je fais au quotidien pour que ça marche, c'est que je prends des personnes très très techniques et je les pousse à s'intéresser vraiment au métier, à comment ça fonctionne sur le terrain en dehors du programme, et c'est eux qui vont coder. Et donc, en gros, je court-circuite, entre guillemets, ce système qui était mis en place de traduire des besoins purement fonctionnels, etc., à des développeurs qui, eux, le codent. Donc, en fait, on ne peut plus se permettre aujourd'hui, il y a de la perte d'informations entre deux, et on ne peut plus se permettre sur des sujets aussi complexes, aussi critiques, de perdre, si ce n'est qu'un bout d'information. Donc, voilà, donc, pour résumer, pas des nouvelles compétences, mais surtout les personnes qui mettent les personnes au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et Sim, d'après vous, est-ce que la connaissance et la compréhension de gérer ou d'identifier les risques, c'est bien partagé dans tous les business? Ce que j'ai noté par des discussions des collègues, j'ai entendu le mot compétence, qui a aussi dit de faire un panel ou un team qui est vraiment spécialisé. La question, comme manager de risque, c'est surtout, il y a des éléments inconnus. C'est comme l'intelligence artificielle sur la voiture autonome qu'on dit. Hein. La voiture fait une décision avec sa propre vision, avec ses propres idées, même quand c'est la programmation ou le logiciel est programmé par des techniciens qui sont vraiment connus au métier.
mais à un certain moment, à IA, tu donnes le choix, le débarras du choix au logiciel. Et comme ça, c'est ça le plus difficile. Comment est-ce qu'on peut calculer, ou comment même le programmeur qui est vraiment technicien peut être au courant des risques, ce qu'il programme. Quand tu fais le blockchain, c'est plus logiciel, ça veut dire tu fais étape A, B, C ou D. Maintenant, avec IA, tu es plus obligé de, même quand tu n'as pas des statistiques ou de l'information technique, de faire le trial and error. Tu dois vérifier. À un certain moment, il ne vous reste plus que le trial and error. Et le problème est qui va prendre la responsabilité au moment que tu es obligé pour l'évolution. Tu sais, l'évolution, comment est-ce qu'on a fait? Par prendre des risques. Et nous, comme risk managers, ne sommes pas pour dire tu ne sais pas le faire. Non, au contraire. Le risk manager est là pour même prendre plus de risques que normal, mais dans un contexte qui est plus protégé. Et le problème est avec l'IA, et même avec des gens vraiment compétents, qu'on n'a pas tout contrôle. Et à un certain moment, on dirige vers trial and error, on verra bien ce qui va se passer. Et la question est, pour aligner avec Anne, qui va prendre la responsabilité et quel est le niveau d'acceptabilité, combien de risques qu'on va prendre pour avoir une évolution technique. Et ça, c'est une discussion qui doit se diverger aux différents niveaux et aux différentes étapes, même aux techniques, des discussions éthiques, mais aux différents niveaux. C'est un très bon point ci parce que ça fait écho exactement à une problématique sur laquelle nous sommes, par moi personnellement en tout cas, sommes aujourd'hui. Donc on n'est pas sur de la voiture et de choisir si j'écrase une personne âgée ou un enfant. On est au fait sur un pur processus industriel dans lequel il y a bien sûr les problématiques parce qu'on va remplacer des contrôleurs qualité par des robots qui prennent des photos, etc. Mais le problématique qui est purement lié au risque, c'est qu'aujourd'hui, au fait, on a des humains qui prennent des composants qui sont critiques sur ce qu'on appelle des life-saving devices et qui arrivent à identifier si ces composants sont conformes ou pas. Donc c'est des contrôles très stricts, on n'a pas droit à l'erreur. Il y a toujours des défauts traversants, le risque humain voilà, il est toujours là, donc il y a à peu près 14% de ce qu'on appelle le défaut traversant. Et on a développé un modèle qui atteint des défauts traversants à moins de 8%, donc plus performant que l'humain. Maintenant la question c'est que la personne qui faisait ce contrôle-là, elle voyait qu'il n'y avait pas de défaut, elle testait manuellement, et c'est elle qui prenait la décision de dire que ça va marcher. Et maintenant, la question se pose, c'est qu'on a un modèle qui fonctionne très bien et qui décide si ça va marcher ou pas. Alors, si c'était une approche en développement classique, comme tu as dit, du if then else, c'est explicable, on n'est pas sur l'explicable. C'est-à-dire que le data scientist sur mon équipe qui a développé ce modèle-là, ça fait des semaines qu'il échange avec les équipes en charge de la compliance pour leur expliquer comment ça marche, mais en fait, il ne peut pas. Techniquement, c'est impossible de dire est-ce qu'il prendra ce type de décision quand ça sera comme ça, comme si. C'est des réseaux de neurones, il n'a aucune idée. Donc aujourd'hui, on est sur un truc qui est plus performant que l'humain, et ça bloque uniquement sur cet aspect purement éthique et puis niveau risque. Si l'humain se plante, ok, on va voir, on pourra expliquer pourquoi il s'est planté, mettre en place un contingency plan, etc. Mais si une IA se plante, on ne saura pas pourquoi elle s'est plantée. Contrairement à l'humain, je ne sais pas, j'avais mal aux yeux, j'étais fatigué, on a des explications qui peuvent être logiques, alors qu'une IA, on n'en a pas. Et enfin, voilà, on a quelqu'un qui signe en disant j'ai fait mon produit conforme. Vous achetez des produits à marqué dessus conforme, voilà, c'est l'humain qui a fait que c'est conforme. Maintenant, donc voilà, donc ça fait partie en effet des risques qu'on vit au quotidien. Peut-être seulement. Petite intervention, on parle déjà de l'éthique. Ça, ok. Voilà. Il y a, je ne sais pas le mot en français, excusez-moi, le chess. Les échecs. Désolé. On a fait un expériment avec l'IA qui a fait un jeu de chess avec un type. Et quand tu dis, il y a toujours un facteur ou un acte humain pour confirmer que le fonctionnement du logiciel est conforme et qu'il n'y a plus de risque. Avec le truc là, avec l'expériment, à un certain moment, l'IA a forcé l'humain de faire des erreurs. Et ça, pour apprendre, ça veut dire que
le logiciel a intentionnellement à faire des erreurs aux gens, forced human errors, pour apprendre. Et ça, c'est dangereux parce qu'au moment que tu dis, OK, il y a un aspect que Sim, ne t'inquiète pas, on va faire la validation par un acte humain. Il y a une personne, un technicien qui va dire, Sim, il n'y a pas de choses qui va diriger vers une direction qu'on ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne sait jamais que c'est peut-être une forced human error par le logiciel ou pas. Et c'est pour ça que c'est un niveau plus haut que les actes humains. Et ce point-là est très important dans les rapports et les recherches qui ont été écrits sur l'éthique. Un des fondamentaux qu'il faut essayer de garder le plus possible, c'est la capacité d'expliquer les décisions qui ont été prises par la machine. C'est-à-dire le résultat, pourquoi on obtient ce résultat-là. Et c'est là où l'éthique atteint ses limites, c'est qu'on se rend compte que justement les machines étant en capacité d'apprendre et de faire des choix peut-être irrationnels d'un point de vue machine, que humainement on pourrait se dire, effectivement, on pourrait trouver une raison physiologique en disant il y a une fatigue, il y a une baisse de vision. La machine aujourd'hui, elle n'est pas censée avoir des problèmes physiologiques. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est dans l'éthique, en tout cas toute la difficulté à surmonter, c'est être en capacité permanente d'expliquer le résultat. Comment on a obtenu le résultat. En quelque sorte, ça pourrait aussi être formulé autrement en étant en capacité de prédire un résultat à venir. Mais du coup, où est l'intérêt des travaux d'IA qui sont faits? Exactement ça. Si c'est la capacité d'expliquer le résultat, on change le éthique pour la optique. Alors, c'est comme on voit, comme on fait la réglementation de tout ça. Alors, c'est une code, c'est créer la liste d'événements qui peut le faire. Et qu'est-ce que ça change jusqu'à aujourd'hui? Si on a toujours des problèmes de la loi, c'est toujours une question d'éthique, comme nous pouvons lire les résultats. Exactement ça. Oui, alors si je peux me permettre, parce que moi, en fait, je fais partie de ces gens à qui, récemment, on m'a imposé, non mais je vous le dis, on nous a imposé, moi ça fait des années, plus de 20 ans que je fais de l'IA, et depuis, ça ne fait que depuis 2 ans qu'on m'impose, mes clients m'imposent, d'expliquer le pourquoi, du comment, des règles, enfin des alarmes, des alertes, des métriques, de tout ce qui... Voilà. Et c'est pas aussi simple que ça. Quand vous faites des milliards et des milliards d'opérations, essayez de résumer pour de l'éthique, pour dire, ben voilà, ce résultat, c'est ça, et voilà ce qui a conduit, ce qui nous a amené à ça. Et en ce moment, en fait, ben voilà, toutes les banques, les assurances, les industries pharmaceutiques, elles réclament ça, des startups ou à des gens comme Google et compagnie. Alors c'est vrai que là, on sent que le risk management est passé par là ou je ne sais pas trop quoi, mais on demande d'expliquer, de faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, et c'est excessivement compliqué. Enfin, je vous le dis, parce que moi, c'est ce qu'on me demande aussi. Et bon, alors ça a du sens, mais c'est-à-dire que je suis obligé de faire un rétro-pédalage peut-être dès la base de la conception des algorithmes. Moi, j'aimerais, Nicolas, juste rajouter un mot, parce que là, on parlait de compétences. Moi, il y a un mot que je n'ai pas entendu. C'est le mot effort. Il faudrait que vous tous, et nous tous, vous fassiez l'effort de venir comprendre ces nouvelles technologies. C'est fondamental. D'accord ? Lisez le livre de Luc Julia, je ne sais pas si vous connaissez, créateur français de Siri de l'iPhone, voilà, qui a fait un livre en mai de cette année dont le titre est « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Voilà, donc essayez de lire ce genre de livre. Parce qu'il y a des fantasmes, il y a des choses, voilà. Donc essayez aussi de faire l'effort, vous tous et nous tous, voilà, de comprendre ces nouvelles technologies, de ne pas en avoir peur, de ne pas lire que ce que je vous ai montré, des trucs d'articles où on ne voit que les petits défauts, voilà, ah bah lui, le chatbot il marche pas, ah bah lui il va écraser une mamie plutôt qu'un enfant, etc. Bon, c'est pas aussi, voilà. Donc voilà, je trouve qu'il manque un côté effort. C'est pour ça que moi j'adore enseigner, puis voilà, j'oublie vite les maths et puis je fais plutôt de la philosophie, voilà, ça dérive assez vite. Et donc il ne faut pas hésiter à vous renseigner
sur ce qui est possible, sur ce qu'on fait, en évitant les grands acteurs, parce qu'on ne sait pas trop ce que les grands acteurs veulent faire, donc Google, Amazon et compagnie. Voilà, donc le mot effort, pour moi, est très important. Voilà. Ça rejoint un petit élément que tu as dit dans ton email hier, qui m'a rappelé un peu pareil, encore un autre élément, que je ne suis pas d'accord, qui est il faut comprendre des problématiques métiers et la technologie va venir en support pour y répondre. Moi aussi, je trouve que, et ça rejoint complètement Eric, c'est que c'était vrai durant la plupart des technos pendant des années. Maintenant, c'est un peu moins vrai. C'est en train de s'inverser, c'est-à-dire que, je reviens sur la blockchain, pour vous poser des questions, il faut s'intéresser vraiment au fonctionnement des technos en question, que ce soit de la blockchain, l'intelligence artificielle, hein, c'est pas Minority Report, c'est pas Fantasme, c'est l'apprentissage machine, du machine learning, du deep learning, c'est vieux comme pas possible, hein, et ça marche très très bien, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que avant de s'attaquer à des problématiques métiers, c'est intéressant d'avoir un background, de se faire une petite couche technique, de comprendre comment les mécanismes fonctionnent, que ce soit sur la blockchain, que ce soit sur l'IA, avant de avant de retourner sur des vraies problématiques métiers. Et là, ça va faire tilt. Au fur et à mesure que vous rencontrerez des problèmes, ça fera tilt au fur et à mesure. Si je prends le cas sur lequel je travaille actuellement, que ce soit sur la partie blockchain ou la partie IA, ce qui nous a permis de les proposer, c'était parce qu'on savait comment ça fonctionnait avant de rencontrer une problématique. Si on venait et on voyait une problématique, on allait se diriger, si je prends l'exemple concret du contrôle qualité par deep learning, c'était quelque chose qui était irréalisable. Parce que chaque fois, quand on ne connaît pas de potentialité de solution, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? Le problème qu'on avait, c'était des composants avec une variabilité de défaut tellement géante qu'on ne pouvait pas le faire en vision classique, parce qu'il y a des systèmes de vision, de reconnaissance de défaut classique depuis des années. Et chaque fois, on se disait, c'est impossible à faire en vision classique, je passe à autre chose. Mais à un moment donné, le fait de connaître les capacités du deep learning à s'adapter, à reconnaître des défauts avec toutes les variabilités qui vont avec, nous permet de se dire, ok, tiens, ça, c'est un sujet qu'on peut tacler avec cette technologie-là. Par la data integrity, pareil pour la blockchain. C'est-à-dire que j'ai vu des sociétés qui étaient en train de mettre en place des usines à gaz pour être sûr qu'une donnée ne puisse pas être modifiée, une donnée libératoire. C'est-à-dire qu'ils s'étaient amusés de revoir des droits d'accès avec différents niveaux, des procédures, des tickets, des machins, etc., des tests, des audits par exemple. Ils se sont créés une usine à gaz juste pour être sûr que personne ne risque de modifier une information et qu'ils soient capables de prouver. Donc, par le fait de connaître ce que fait la blockchain nativement, c'est-à-dire l'immuabilité, ça vient tout seul, au fait. Et si on ne le connaissait pas, pareil, on va rajouter encore une procédure, encore un processus, en disant, voilà, je me dis, on va dupliquer la base, faire des accès différents, enfin, voilà. Donc, voilà. Et enfin, dernier élément d'éthique. On a parlé beaucoup d'éthique. Moi, c'est mon quotidien. J'en suis pas fier. J'aime bien le challenge technique, mais les modèles qu'on a fait vont mettre au chômage 25 personnes. Et ça, voilà, ça va être de plus en plus fréquent. Merci Yassir. Peut-être Anne, que pensez-vous du rôle des autorités? Car on parle d'un domaine mondial, mais on est différent. Il y a effectivement différents niveaux. Il y a un rapport très intéressant qui a été publié par une commission européenne suite à des travaux faits sur le GDPR et l'éthique, qui replace vraiment les responsabilités des entreprises, en particulier des entreprises qui vont soit faire développer des solutions d'IA, soit s'en appuyer, parce que ça va avoir des différences et des impacts sur les individus, ça va avoir des impacts aussi sur leurs équipes, ça va peut-être conduire à la suppression de postes, peut-être conduire à la création de postes. Et dans ce rapport assez intéressant, il y a bien mentionné que notamment l'entreprise doit se poser ces questions-là d'un point de vue sociétal. Quels sont les impacts de ce que je vais proposer sur la société, mon écosystème d'employés, mais aussi des gens qui vont utiliser ma solution? Quelles décisions ils vont prendre? Est-ce que ça va avoir des impacts économiques?
Merci Anne. Abordons dernier topic peut-être, car le temps avance. Quels sont d'après vous les risques technologiques impliqués envisageant le lien d'intelligence artificielle, le blockchain, avec le cyber security? Peut-être Sim? Je peux peut-être... je pense que ce qu'on a vu là dans la discussion, c'est que, en quelque sorte, les risques aujourd'hui sont des risques qui existaient déjà, ils ont été déplacés. C'est-à-dire qu'on avait déjà, on a parlé du risque de biais pour faire le lien avec ce qu'on a vu, tout ce qui est attaque, on parle de cyber security, tout ce qui est attaque cyber, c'est possible sur la blockchain. L'ennui, c'est qu'on est... Pas la mienne. Non, pas la sienne, faites appel à lui. Mais il y a des attaques... Oui, l'attaque 51%. Il y a un défi, je crois, relevé. En tout cas, il existe des risques d'attaque, des risques de contournement. Le risque, il est déplacé. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça va reposer, encore une fois, cette donnée de départ. La donnée de départ, c'est la donnée de confiance, c'est laquelle, si on vient l'altérer, ça va bousculer tout le système. Ça a déplacé vraiment les champs. On prenait l'exemple hier, aujourd'hui, on discutait avec Eric sur on traverse une route. Aujourd'hui, intuitivement, vous traversez la route, vous regardez à droite, à gauche, vous faites attention à un certain nombre de choses, les voitures, les piétons. Mais demain, vous allez peut-être devoir faire attention à des caméras de surveillance parce que vous n'avez pas envie d'être repéré ou être en infraction, à des drones, voilà. Et c'est exactement la même chose qui se passe, c'est que les choses existent déjà, seulement elles se déplacent et elles ont des conséquences qui sont peut-être plus élevées ou moins élevées qu'elles pouvaient l'être par le passé. C'est un peu comme tu as parlé au niveau de la blockchain, et c'est exactement ça. Enfin, moi, ce qui intéresse, il y a des éléments qui vont améliorer la cybersécurité. Si je prends pour moi la blockchain, ça ne va pas rajouter ou déplacer un risque, ça va vous aider à mieux... comment dire, voilà. Donc si je prends un exemple d'une blockchain bien distribuée, bien architecturée, etc., et ben pour pouvoir l'attaquer, il faut faire tomber tous les serveurs en même temps de la distribution. Alors que là aujourd'hui, vous devez gérer des single point of failure, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème pour vous. Là, on ne va plus vous donner des single point of failure, on va les distribuer. Donc potentiellement, ça devrait faire partie de la solution, n'est-ce pas? D'où le privacy by design. Exactement. Donc, du coup, il faut que je travaille avec plus de gens de la cybersécurité. J'ai bien compris. Par contre, pour la partie IA, et là, je suis complètement d'accord avec vous, quand on s'appuie, donc si on prend sur une notion de deep learning, de face recognition, etc., on va commencer à créer des modèles qui deviendront très critiques, très importants. Là, même le modèle dont j'ai parlé de contrôle qualité, et ben, c'est un asset. C'est un programme qui vaut de l'or, c'est de l'expérience accumulée, c'est le savoir-faire d'une entreprise. Et ben, un modèle, c'est un bout de programme et qu'il faut protéger énormément parce que c'est un asset important. Et donc là, c'est un élément sur lequel je n'ai pas encore vu forte application, en tout cas chez les clients, sur la partie sécurité. Personne n'est venu me dire les modèles que vous faites sont tellement critiques qu'il faut trouver le moyen de les sécuriser. Bah non, il nous file un serveur avec une installée là. Donc voilà. Ça, par contre, il y a énormément à faire pour protéger ces modèles-là. Mais ça rejoint exactement ça. C'est-à-dire que le risque, c'est on a une valeur, on va la protéger. On fait attention à qu'est-ce qui peut se produire, comme disait Sim tout à l'heure, et les impacts. Et ça reste vrai, seulement ça se déplace. On a besoin, on n'a pas les mêmes actifs, on n'a pas la même valeur à protéger avec les mêmes enjeux. Je vais intervenir ici car le temps passe. Il y a encore plein de choses à dire, c'est clair. Et je vais aussi laisser un peu de temps pour poser des questions. Le micro est en... Merci pour cette conférence dans laquelle il y a eu pas mal de choses sur les impacts et les effets. Maintenant, je n'ai pas beaucoup entendu de votre part concernant la gestion du risque elle-même. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, ces technologies disruptives sont plus positionnées dans des étapes de réduction des risques, dans des étapes de définition du contexte, dans des étapes de gestion des risques résiduels? Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on utilise des solutions technologiques pour réduire les risques ou pour... Non. En termes de... Quand vous êtes appelé, enfin ça fait peut-être pas partie de votre métier, mais quand vous êtes appelé par une entreprise dans un contexte pour faire une analyse de risque. Oui. Bon, il y a des étapes classiques. Comment vous positionnez ces technos dans ces étapes? Alors après, ça dépend.
on a deux grands cas. On a des cas où on va être appelé pour justement identifier les risques ou, disons, gérer au sens large le risque qui va être induit par la nouvelle technologie. Ça, on l'a beaucoup. Attendez, là, je pense que je dois pas être clair. Parce que vous connaissez à peu près l'état standard d'une analyse de risque. Et, oui. Et alors, pour vous, c'est quoi Justement, en fait, il y a deux points. Soit on va regarder le système technologique en matière de risque, qu'est-ce qu'il va induire, ou au contraire, est-ce que c'est une technologie Mais là, moi, je vous parle de technique de gestion du risque. Je ne vous parle pas d'AI, je ne vous parle pas de technologie disruptive. Par exemple, dans une étape relativement classique de transfert des risques, quand vous faites cette analyse-là, si vous en avez fait, quand vous faites cette analyse-là dans cette étape, est-ce que ces technologies disruptives sont une plus-value pour vous? Ça peut l'être. Est-ce que je peux? Vas-y. Je viens de finir ma recherche, je n'ai pas encore publié. Et j'ai eu la chance d'avoir 325 réponses dans le survey que j'ai mis en ligne sur mes contacts de LinkedIn. Et qu'est-ce que je viens de découvrir, et je partagerai bientôt, c'est que l'étape d'implémentation des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la blockchain, elle dépend de chaque intervention de chaque entreprise. Ça veut dire que pour appliquer tous les modus operandi d'avant, il faut bien identifier quelle est l'ouverture de l'entreprise pour adapter la technologie. En cas concret de blockchain, je peux vous assurer qu'en levant l'Asie, on n'a pas de cas réels que nous pouvons déplacer le risque parce que les premières implémentations, ça arrive que maintenant. Alors les impacts, tout le monde est en train de découvrir avec toute l'humilité, tout le monde est en train de découvrir tous en même temps. Qu'est-ce que ça peut arriver? On connaît l'attaque 51%, c'est vraiment mathématique. Eric, c'est probabilistique. On sait que si 51% du réseau, c'est d'une personne, d'une corporation, il contrôle la blockchain. Alors, c'est linéaire. Alors, la seule chose que je peux vous dire avec toute la simplicité et la transparence, c'est que tout le monde est en train d'apprendre le risque de blockchain sur les entreprises. Et nous pouvons parler de Nestlé, nous pouvons parler de Microsoft qui dit « je ne gagne pas d'argent avec le blockchain pour l'instant, ce n'est pas mon core business ». C'est un moment disruptif. Alors, pour faire ça, pour passer à l'autre fois, c'est un moment qui tout analyse très bien le déplacement de risque. Oui, moi, si je pouvais rajouter... oui, c'est une excellente question. D'ailleurs, je me posais... Moi, je ne suis pas un spécialiste du risque, mais le transfert du risque dans la gestion de l'innovation, en fait, moi, je parlais avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on n'a pas, donc, nouvelle techno égale nouveau risque, égale nouveau contrôle? Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à inventer? Est-ce que innovation égale transfert du risque de manière absolue et... Enfin, dans l'absolu, c'est-à-dire qu'en fait, on ne le transfère pas, puisqu'il fait partie, l'innovation, c'est par définition quelque chose de tout à fait nouveau. Enfin, je ne sais pas, j'essaie de réfléchir en même temps, mais pour moi, le risque résiduel qu'on aimerait transférer, il devrait aller directement au business, finalement, enfin, je ne sais pas, être traité d'un point de vue business, mais pas par les gens du risque. Enfin, très honnêtement, c'est une bonne question, et je n'ai pas la réponse, mais innovation et transfert du risque, c'est vrai que c'est presque antinomique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, non? Non, hein, je crois qu'il est temps, on doit clôturer les choses. Il me reste... Ouais. On va en parler juste après. Il me reste juste de remercier le panel. Merci pour votre temps. Merci que vous êtes venus ici et vos insights, comme on le dit. Merci.